quelques données, mais avant tout, euh, mon hikmat d'Amsterdam, ce que je fais là, c'est pour toi. Je te l'offre. Et à travers toi, c'est à la patrie de Tizinda, de Tastagila, de TMT. Je m'attendais pas à... Je ne voulais pas faire ça. J'interviens dans les médias, mais ces derniers temps, je suis un peu fatigué, donc... après avoir échangé avec toi, et après ce que tu m'as offert, j'ai décidé d'y aller sur ça. Non, avec ta permission, elle m'a dit, tant que... Si c'est bon, c'est pour toi. Si c'est mauvais, je prends sur moi, j'assume. Hein, j'ai l'habitude maintenant avec les médias. Je t'enlève une seconde de tout ce que je vais dire là. Cette seconde, on l'offre ensemble. Un Diamatob et un Diamatob. Moi, je ne les connais pas. Mais ce qu'a fait Lounas Matoub pour l'Algérie, c'est immense. On commence par la décontraction. Un ministre dans l'exercice de ses fonctions, quelles sont les deux choses qu'il ne fait pas? Un ministre, voilà, il est dans son bureau, une personne est nommée ministre, elle est dans un bureau, chauffeur, etc., etc. Quelles sont les deux choses qu'elle ne fait pas, que ne fait pas un ministre? Un ministre ne lit pas, ne se documente pas. Voilà. Un ministre ne réfléchit pas, ne compare pas. Voilà. Donc actuellement, les ministres en Algérie, hein, ça travaille, ça signe des décrets, ça fait des réunions, ça se déplace à l'étranger, etc. Mais ça ne lit pas, ça ne se documente pas, et ça ne réfléchit pas, et ça ne compare pas. Ici au Canada, quand on vous dit vous avez fait un travail de ministre, c'est pas un compliment, c'est une critique, c'est-à-dire c'est un travail nul. Au Canada, depuis que je suis au Canada, c'est-à-dire depuis un peu plus de 5 ans, j'ai assisté à une multitude de conférences tant nationales, c'est-à-dire canadiennes, là, qu'internationales, c'est-à-dire avec des professeurs invités, que ce soit des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de Suède, de la France, non. Parmi les meilleures conférences à lesquelles j'ai assisté, avec Tahar, j'ai assisté à une conférence, nous avons été pour voir un récital de poésie kabyle accompagné de guitare solo, arpège. On arrive, c'est à la place des Arts ici, c'est dans un petit théâtre de rien du tout. Bon, voilà, c'est bien, poésie impeccable, hein, impeccable, la poésie de chez nous, ici à Montréal, c'était impeccable, c'était top. Moi j'adore la littérature et la poésie. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Donc on a récupéré le programme du théâtre. Il y avait une conférence intitulée, sous le titre « La guerre d'Algérie sous l'éthique de la conviction ou de la responsabilité ». Petit théâtre. Conférence animée par un ancien journaliste algérien qui est venu au Canada, qui s'est installé au Canada depuis les années 90, les années 90. Face à une problématique, quelle que soit la nature de la problématique, un petit problème de rien du tout, une problématique familiale, pas spécialement problème négatif, hein, il y a une problématique qui n'est pas forcément négative. Hein. C'est-à-dire il y a une situation à laquelle on doit remédier, apporter des améliorations ou bien faire des modifications. Donc ce journaliste algérien nous a fait une conférence sur l'éthique de la conviction et de la responsabilité durant la guerre de libération nationale. C'est la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il a dépassionné la guerre de libération, il nous a fourni un autre regard sur des événements exceptionnels, tels qu'une guerre, tel qu'un conflit, un mouvement d'autodétermination.
La guerre de libération, durant la guerre de libération, il y a eu des dirigeants, elle a produit des dirigeants. Ces dirigeants discutaient, débattaient entre eux. Quand vous avez un dirigeant qui a l'intime conviction que ce qu'il propose est la meilleure solution, et quand tu as un dirigeant de la révolution qui a la responsabilité de mener ce qui a été proposé par celui qui a l'intime conviction. Si les résultats sont positifs, tout le monde est satisfait. Donc, si les résultats sont négatifs, qui est le responsable? Est-ce le dirigeant qui a eu l'intime conviction au fond de lui-même que c'était la meilleure solution, c'est-à-dire avec un cœur brave, un cœur sur la main? Ou bien le responsable qui a agi par l'intime, par l'éthique de la responsabilité? Bon, il a décidé. L'autre cas qui se présente là, l'intime conviction dit qu'il faut un conflit ouvert ou fermé qui pourrait engendrer des pertes humaines. Celui qui a l'éthique de la qui agit sous l'éthique de la responsabilité, doit-il prendre le risque de sacrifier des vies humaines alors que le résultat n'est pas garanti? Voilà. Donc c'est la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté ici à Montréal depuis que je suis au Canada. Hein? C'est la meilleure conférence. C'est un journaliste de Liberté. Actuellement, il est professeur à l'école des forces armées royales canadiennes à Toronto. Il s'appelle Miloud Chloufi. Miloud, chapeau. Deuxième conférence à laquelle j'ai assisté. Top. À l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. C'était un cours de un hasard. Je marchais en ville avec la halle pour prendre un café. Un monsieur nous interpelle. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez l'hôtel gouverneur, quelque chose comme ça? Oui, monsieur, il est juste à côté, je le regarde comme ça. Je dis, professeur, comment allez-vous? Ça va, bienvenue à Montréal. Il me regarde, monsieur, je me souviens du visage, mais je ne me souviens pas du nom. Donc, rapidement, Chérif Aïssat Dahou Djerbel. Professeur Dahou Djerbel, moi je l'appelle Dahou. Chapeau bas, j'ai assisté, je n'ai pas assisté à toutes les conférences, mais j'ai assisté à un après-midi de conférences durant lesquelles tu as intervenu. Chapeau. Avoir en face de soi la référence mondiale en termes d'histoire des libérations, des plus grandes guerres de libération dans ce monde, qui est un Américain, je pense qu'il venait de l'université du Wyoming, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas, j'ai son nom, mais je ne l'ai pas maintenant là sur eux. Et avoir en face des professeurs venus de France et réagir avec doigté, avec finesse, avec démonstration, chapeau. Bien sûr, j'ai assisté à une conférence sur Disraeli, je peux vous raconter ça. J'ai assisté à une conférence en anglais sur l'éthique dans les marchés financiers. Est-ce qu'on intervient quand le Nasdaq monte à 12 000 points? Est-ce qu'on intervient quand le Nasdaq est à moins de 500 points? Voilà, l'éthique se mesure en Amérique du Nord. Et, bien sûr, Maradona, etc., etc., je passe. Le dernier papier que j'ai signé sur LQA, dernier texte plutôt. Hein. Avant, j'étais journaliste. Je faisais du journalisme. Pour le journalisme, j'étais payé. Il n'y avait aucun problème. Mais depuis que je fais des études, je ne peux plus faire de journalisme. Donc, je signe des contributions plutôt. Hein. C'est à peu près tous les 2 mois et demi. C'est-à-dire, je prends un cours, ben, j'ai terminé mon cours, ou bien en fin de cours. J'essaie de l'appliquer à l'Algérie. C'est comme ça que je vérifie à l'Algérie, à l'Afrique du Nord. C'est comme ça que j'essaie de maintenir collé à l'actualité, aux événements internationaux. Hein. Là, dans les universités canadiennes, bon, quand on est au début, c'est plus de la pratique, là. Hein. La théorie, ça vient après. Combien même il y a des cours de théorie assez complexes.
Donc, dans le dernier papier qui s'intitule Algérie, patrie, la ténuité du chemin, la ténuité d'un bonheur vers un destin heureux. C'est Faisal El-Qia, le quotidien d'Algérie. Il a été publié, j'avais une envie de demander à ce qu'il soit retiré. Pas parce que il n'était pas bien fait, là, il fait actuellement dans les 5000 clics. Je ne retire absolument aucun des arguments, aucun élément de démonstration je le retire, très distancié, très respectueux, un peu sévère peut-être, un peu sévère. Je m'excuse pour une expression que j'ai mal... Elle n'est pas malheureuse, peut-être qu'elle aurait été mal interprétée, hein, combien même aucun commentaire l'a mentionné. Quelque part dans le texte, j'ai dit « Les Algériens doivent se réveiller et se laver le visage avec de l'eau glacée ». C'est cette expression qui m'a dérangé le plus. Je regrette de l'avoir utilisée. À l'origine, c'est une expression que j'ai utilisée dans ma vie intime, privée, avec une personne qui m'est très chère. Elle est pleine d'affection. Mais d'un point de vue journalistique, je pense qu'elle ne s'y est pas. Donc, m'excuser pour m'excuser comme ça ne fait pas avancer la vache, là. Hein? Mais je vais le faire dans quelques minutes avec... des noms, je vais citer des noms, et parce que je me suis trompé de cible. Au lieu de m'adresser à des personnalités, à des responsables internationaux, je me suis adressé à mes compatriotes d'Algérie. Ministre des Finances. Ministre des Finances, bonjour monsieur le ministre des Finances. J'ai l'impression qu'on va s'entendre très bien ensemble. Moi, j'ai assumé publiquement, je ne suis absolument rien, mais j'ai assumé publiquement que je suis radicalement contre la dévaluation du dinar. Et je vais vous calculer l'impact tout à l'heure, du moins tout à l'heure ou après là. Voici. Voici l'équation de l'impact. Avec vous, je suis toujours satisfait. Vous avez déclaré que les salaires ne seront pas touchés. Moi, je soutiens que les salaires doivent être baissés. Pour une raison principale. La réduction de la pauvreté. En Algérie, c'est ce qu'on appelle l'indice de Gini ou bien l'indice d'Atkinson. La Grèce a été saignée, y compris les retraités. Est-ce que l'Algérie est plus forte que la Grèce? J'ai des doutes. Est-ce que l'Algérie va éviter le scénario grec? J'ai des doutes. Maintenant, les doutes ne sont pas une réponse. Il faut des affirmations et des certitudes. Récemment, vous avez une augmentation des salaires avec effet rétroactif sur 6 mois ou 5 mois. Si on augmente les salaires en Algérie, c'est pour encore déclencher de l'inflation. Une fois l'inflation déclenchée, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura une dévaluation du dinar pour essayer d'exporter plus et importer moins. On va voir ce calcul. Donc, augmentation des salaires, inflation, dévaluation du dinar. Donc, c'est une dévaluation pernicieuse du dinar que vous êtes en train de préparer. La dévaluation pernicieuse du dinar, elle ne va pas apparaître en un mois ou en 2 mois, elle va apparaître sur 3, 4 ans, 5 ans. Parce que les délais de transmission de politique monétaire varient entre 1 année et demie et 2 ans, dans les cas des pays avancés. Dans les cas des pays comme l'Algérie, aucune idée. Donc il y a un processus de dévaluation du dinar algérien qui est très pernicieux à travers ces augmentations des salaires.
Vous allez me dire pourquoi vous défendez la baisse des salaires. Je vais donner le premier argument, c'est celui de la réduction des inégalités. Le deuxième argument, c'est pour comprendre si l'inflation qui est en Algérie est due à la rareté du produit ou à l'excès d'émissions monétaires. Rares les économistes au monde qui vont vous dire que cette inflation est déclenchée par la rareté du produit ou l'expansion monétaire. Même si on établit des corrélations, les causalités sont très ténues. Voilà, moi j'ai fourni les arguments. À vous de fournir les vôtres si vous en avez. Ben, ce n'est pas une interpellation, hein, parce que si en Algérie nous constatons que le domaine économique dans l'information économique, mis à part la poule pondeuse, la poule pondeuse qui signe le même article dans 10 journaux différents, là. Aucun économiste algérien tricoté pur laine, c'est-à-dire des Algériens économistes installés en Algérie, qui vivent en Algérie, qui ont les pieds en Algérie, là, n'intervient dans la presse. Aucun. Vous faites appel, l'Algérie fait appel à des économistes de la Toulouse School of Economics, là où officie Jean Tirole. Ces derniers temps, il y a un petit curé là, dirigeant d'une société privée de placement, de capital risque, quelque chose comme ça, un certain Alexandre Maja, je ne connais pas son nom, qui vient prêcher la bonne parole à Alger. Ici, tant comme ça, là, c'est l'Algérie, ben, c'est facile. Allez, on appelle les étrangers, c'est comme si c'était les étrangers, les économistes qui viennent de l'étranger ont une caution morale, bon, ben, ils viennent là comme des pèlerins, comme des hajj, comme des rabbins, comme des papes. Est-ce le malaise, est-ce un contrôle de l'information en Algérie? Je ne peux pas avancer sur ça. Vous avez parlé de la bancarisation du travail non informel. Je vous signale que l'Inde est le champion du monde de s'opposition à toute législation internationale dans le domaine. Je vais essayer de vous trouver là. Ah, il est là. Diamant de porteur au niveau nation, diamant de porteur au niveau nation, etc., etc. Au niveau politique, démocratie index, nous avons utilisé la démocratie index, technologique, économique, socioculturelle. Vous allez me dire de quoi il s'agit. Michael Porter, c'est le gourou du management, hein, c'est de la trompe, du moins, c'est la trompe, je ne compare pas. Les niveaux Aktouf, Taïb Hapsi, Mintzberg. Mais Michael Porter, c'est un pharaon, hein. Quand il dit, il dit. C'est son diamant. On appelle le diamant de Porter, le losange de Porter, Michael Porter. Il concerne l'Algérie, la Bolivie, l'Inde et l'Italie. Voici ce qu'on appelle l'analyse Pestel. Voici ce que représente là. C'est pour bancariser l'argent de l'informel en Algérie, il y a une multitude de solutions. La première, c'est de les inciter. Quelle est l'incitation? Les autoriser à travailler. Parce que quand vous avez un technicien qui est dans l'informel et un technicien qui est dans le formel vous demande 2000 dinars pour une réparation, et celui qui est dans l'informel et pour 500 vous la payez pour 500 dinars, ben il serait stupide d'aller vers le 2000 dinars et de laisser le 500 dinars, si vous parlez de rationalisation. La rationalisation en économie, c'est la maximisation du profit. Donc, il faut l'inciter. Monsieur, travailler un bout de papier comme quoi tu m'as signé une décharge, etc. Ben, et tu viens travailler avec nous. Ah, là, monsieur, si vous voulez mieux travailler avec nous, il vaut mieux que vous ayez un bout de papier, etc., un petit numéro, etc. C'est doucement, c'est comme ça qu'on monte. Et donc, si vous avez ce petit bout de papier, vous avez 1200 dinars, vous avez 1500 dinars, jusqu'à concurrencer celui du formel. Dans les limites de la concurrence, bien sûr. C'est beau, c'est le marché, c'est les forces disciplinantes du marché. Vous avez la deuxième solution.
Changez de billet de banque. Changez la monnaie fiduciaire. Carrément. Les billets de 2000 dinars, 1000 dinars. Il faut les changer. Mais là, le risque est grave. Et le risque est très important. Celui de la fausse monnaie. Et dans ce cas-là, la Libye, on a payé. J'ai travaillé sur la Libye. Les autorités monétaires libyennes du temps de Kadhafi, les années 85-86, ont décidé de faire carrément de la démonétisation. Ils ont payé très cher. Donc vous allez me dire, c'est risqué. Oui, c'est risqué. Maintenant, si vous voulez bancariser, c'est une solution. Maintenant, il est risqué ou pas risqué, là, il faut trouver une autre solution moins risquée pour dire que celle-ci est risquée. On ne peut pas dire d'une solution qu'elle est risquée si on n'a pas une autre solution à côté pour pouvoir les comparer. Comparer les risques. On ne compare pas une chose à elle-même. Donc ça, c'est la deuxième solution. Troisième solution. Le contrôle au corps. Contrôler au corps.